Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Le Premier ministre Ariel Henry s'est finalement prononcé sur le dossier de Joseph Félix Badiou. Selon le bureau de communication de la primature, le chef du gouvernement a effectivement reçu de nombreux appels durant cette nuit-là, mais il ne se souvient pas de leur contenu. Au moins 6 personnes ont été tuées à Martissan lors d'accrochages entre des bandits et la police. Les gangs de Grand Ravine voulaient détourner un camion transportant du fer. Les forces de l'ordre ont dû intervenir afin de les empêcher de commettre leur forfait. La rentrée des classes est prévue pour ce lundi 21 septembre. Des parents interrogés par Métropole affirment qu'ils sont préoccupés par le climat d'insécurité qui règne dans le pays à l'approche de cette nouvelle année scolaire. La guerre des gangs a repris à Martissan en début de semaine. Il s'agirait d'un conflit entre des bandits du gang de ISO 5 secondes. Les informations n'ont pas encore été confirmées par notre collaborateur Gaston Despèches. Entre-temps, les bandits de Grand Ravine sont intervenus sur le boulevard Jean-Jacques Dessalines en vue de détourner un camion transportant du fer. Les forces de l'ordre ont empêché les bandits de commettre leur forfait. Lors d'un accrochage, 4 bandits ont été tués ainsi que 2 utilisateurs de la route. Les bandits de Grand Ravine sont déterminés à poursuivre leurs exactions. Plusieurs cas de kidnapping ont été enregistrés au cours de ces derniers jours à Port-au-Prince. La circulation automobile avait repris hier à Martissan après 3 jours de blocage. Mais la seule voie d'accès au sud de la capitale avait été verrouillée par des bandits de Thibois de concert avec les résidents de la zone. Ariel Henry a pris la peine de répondre jeudi à ceux qui s'interrogent sur la nature de ces échanges téléphoniques avec le suspect Joseph Félix Badiou quelques heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, mais peine à convaincre. Prétendre avoir reçu de nombreux appels durant cette nuit-là et ne pas se souvenir de leur contenu, c'est mentir sur une question d'intérêt national, selon Renan Edouville. Le protecteur du citoyen parle d'une note scélérate qui augmente les soupçons qui pèsent sur Ariel Henry dans le cadre de l'affaire de l'assassinat du président Moïse. Ariel Henry constitue un obstacle majeur à l'avancement du dossier, affirme le protecteur du citoyen, qui réclame la mise sur pied d'une commission d'enquête internationale pour entendre toutes les personnes suspectées d'implication dans le crime et apporter son aide aux juges d'instruction haïtiens. Du côté du monde politique et même de l'opposition, des voix s'élèvent également. L'ancien sénateur Yuri Latortue, je cite, « L'explication donnée dans la lettre du Premier ministre suscite plus de questions qu'elle n'apporte de réponses. Le Premier ministre serait mieux inspiré, s'il n'a rien à se reprocher, de se mettre à la disposition de la justice. » Fin de citation. Le dirigeant politique Yuri Latortue dénonce des modifications unilatérales du document de l'accord pour une gouvernance apaisée du Premier ministre Ariel Henry. Le texte ayant bénéficié de l'appui des acteurs est différent de celui qui a été signé, fait remarquer le chef de file de AAA. 13 fois, le mot consensus a été enlevé, fait remarquer l'ex-président du Sénat, se remémorant des modifications de l'amendement de la Constitution de 1987. De plus, le sénateur Latortue soutient que le Premier ministre s'est démarqué de l'accord en indiquant que son gouvernement tient sa légitimité de la Constitution. L'accord que nous entendons dans jeudi, et que vous voyez pour un vendredi corrigé, et accord que vous publiez. Ou après un accord que vous publiez, il y a 13 fois que le mot consensus là, tu rentré dans l'accord là, vous retiré tous 13 mots. L'accord qui est publié. L'accord qui nous entendons,
c'est pas ligue publié. Oui, oui. C'est pas ligue sien. Et puis deuxièmement, il y a un article qui est extrêmement important qui dit que le Premier ministre, de concert avec le Conseil des ministres, conformément à l'accord et à la Constitution, va jouer le rôle de l'exécutif. Dans ça qui est publié, pas conformément à l'accord, il retire l'accord là. C'est comme si le Premier ministre hérite ce rôle de l'article 149 de la Constitution. Donc, le Premier ministre n'a pas pour suivre l'exécutif accord. Puisque dans l'article qui parlait de l'accord là, il a retiré l'accord là, il a voyé le rôle du Premier ministre directement sur la Constitution. Et qui dit qui ça? Qui veut dire que le Premier ministre là, il est toujours le président. Non seulement il est toujours le président, mais il n'a pas rien pour répondre de l'accord ça. Ok, à quoi pas engager? À quoi pas engager? Puisque on dit le rôle qu'il remplit, c'est conformément à la Constitution. Et que dit la Constitution? C'est l'article 59 qui dit en l'absence du président, le Premier ministre, avec le Conseil des ministres, joue le rôle de pouvoir exécutif. Moi je pense, mais nous devons lire l'accord là avant tout. Quel que soit, même sous Finanten, là, on va le signer, il faut relire encore. Moi-même, comme pas de signer, je ne vais pas relire. Mais l'homme vient garder entre ça qui signe et ça me dégaine même là, je te vois pour un, moi, c'est deux bails différents. Et puis, il y a des mots clés. Qui sont enlevés. 13 fois, le consensus a été élevé, conformément à l'accord, a été enlevé. Okay. Même sûr que dans le signe, il ne va pas garder ça. Il ne va pas garder ça, il fait. Donc, c'est dire que question consensus là, même le côté métier dans la préparation à l'accord là, il devait retirer. Plusieurs organisations de femmes annoncent avoir appuyé et signé l'accord du Premier ministre Ariel Henry. Lors d'un point de presse ce vendredi, elles ont fait savoir que leurs choix se sont portés sur celui-ci spécifiquement parce qu'il s'agit d'un accord inclusif qui, selon elles, réunit tous les secteurs de la vie nationale. De ce fait, elles se sont regroupées au sein d'une structure baptisée Organisation de femmes signataires de l'accord politique pour une gouvernance apaisée et efficace, OFSA. Suivez les explications de Guerline Résidor, coordonnatrice de CRIFA. Nous décidons de signer et appuyer à ça nous équipe inclusif. Ça veut dire qui réunit plus secteurs et plus femmes. Plus partis et acteurs politiques, plus tendance, quel que soit côté au campé ou bien où tu es campé dans la société. Accord, tout le monde là-dedans. Et puis tout, accord ça baille possibilité pour gagner un KEP côté tout le monde là-dedans, sans pas gagner piquant coin là. Côté gain garantie pour créer bonnes conditions pour élection faite rapide au presto pour renouveler personnel politique là. Et puis tout, remettre pays à sous rail démocratie et développement. À quoi ça mettez en pile importance sous stratégie et puis résoudre problème insécurité qui permettre nous de marcher dans le pays sans qu'elle saute. À quoi ça a finalisé volonté président Jovenel qui se baille pays à une autre constitution qui permettre nous de moins de problèmes dans le genre de mener back pays. À quoi ça reconnaître toute institution à tes plates. C'est peut-être ça, lui proposer un comité pour contrôler l'action du gouvernement. Parce que le Parlement réduit à 10 sénateurs et il compte mettre 23 personnes qui représentaient toute couche de la société pour aider 10 sénateurs à faire travail contrôle. À quoi ça baille possibilité tout? Pour le président Jovenel Moïse, ensemble avec tout l'autre monde qui était mort dans le massacre et l'insécurité, joindre justice. La permettre prisonniers politiques de joindre libération. C'est un accord qui mettait accent sur l'intégration jeune. Côté au fait expérience tout dans les affaires de l'État. Il faut que jeunes filles et jeunes garçons joignent travail et joignent crédit. La plateforme politique Réponse Paysan apporte son soutien inconditionnel au Premier ministre Ariel Henry et l'exhorte à continuer à rassembler tous les secteurs de la vie nationale. Il est nécessaire d'aboutir à un accord politique pour parvenir à une solution, a estimé ce vendredi en conférence de presse Désir Junior Gracia, porte-parole de la plateforme. Nous tous connaissons que Ariel Henry, c'était le dernier choix président de la République l'a fait pour créer un gouvernement d'ouverture avec l'opposition politique là, pour organiser bon genre élection
faire référendum et puis mettre sécurité dans le pays. Plateforme politique Réponse Paysan a fait tout le monde songer que l'importance article 149 Constitution 1987 amendée qui baille PM Ariel Henry responsabilité pour le diriger dans l'absence président. Mais c'est un conseil des ministres pour décision validée pour éviter conflit avec toute l'autre autorité. Ça va permettre de joindre un bon genre accord avec tout citoyen dans 4 coins pays pour le gouvernement là qui a bien marché. Mais n'a pas rappelé PM Ariel Henry, faut lui considérer tout secteur clé dans la vie nationale là, tant que Jovenel Lissio, PHTK, société civile là, avec tout l'autre ça nous pas cité. Mais tout, nous battons bravo pour tout secteur qui te rejoint nous, dans tout ça qui concerne un consensus national pour permettre à quoi ça venir une réalité. Pour finir, plateforme politique Réponse Paysan a encouragé tout secteur qui peut signer un accord là pour venir signer pour nation. Des parents de la capitale ont exprimé leurs préoccupations par rapport à la rentrée des classes prévue le 21 septembre prochain et qui se fera dans un moment difficile. Certains estiment qu'à cause de la montée vertigineuse des cas de kidnapping, c'est un risque majeur. Et bien d'autres affirment que le contexte sociopolitique n'est pas favorable. D'un autre côté, la plupart des interrogés tirent la sonnette d'alarme et demandent aux autorités d'assumer leurs responsabilités. La rentrée scolaire est-elle possible selon les parents? Suivez ce reportage de Rudolf Pierre-Louis. Tout notre jour là, samedi passé là, ils ont kidnappé un nègre là, derrière là. Mais beaucoup est-ce qu'un petit monde là, on parent pas un petit il va aller à l'école. Le pays n'est pas stable. La situation est préoccupante. Le pays est à un carrefour historique dans son histoire. L'insécurité n'est pas un phénomène nouveau, mais le climat actuel inquiète même les plus courageux. Les parents là, qui va aller petit à l'école là, même. Le pays a des problèmes de sécurité. On va mener les gens dans l'école comme sous tension. Il y a des choses qui ont besoin de régler, le pays a insécurité, on va pas régler. À cause des pays, on va marcher au père, ou on machine campée devant comme père, on va connaître qui sort à faire dans le pays. Lors de la rentrée des classes, les problèmes habituellement rencontrés par les parents sont la cherté de la vie et l'augmentation des frais scolaires. Mais cette année, ils passent au second plan selon des témoignages. Seule l'insécurité préoccupe les esprits. Par rapport avec ça qui passe dans le pays, et si on parent a dit la boue petit de l'école et puis li en paix, la baille tête li menti. Si on entre à zone 4 et 5 heures, moi li aller au-delà de 4 et 5 heures, ça pose problème. De ça m'obligera le téléphone moi pour m'appeler côté li là. On peut pas entrer l'école là même parce que le pays a pas de sécurité, on a marché de pourtant dans bout presque pour courir. A fait kidnapping ça depuis kidnapper petit tout y a demandé millions 20, 30 000, 40 000. Pays a pas de sécurité même n'a vivre dans un mauvais moment. En effet, se préparer au retour des classes des enfants d'ici la semaine prochaine est une chose, mais d'imaginer les conditions dans lesquelles cela va se faire en est une autre. Le souvenir des barricades dressées sur la chaussée, des rafales d'armes automatiques, des manifestations aussi violentes que spontanées ou des individus armés en moto qui surgissent n'importe quand n'est pas oublié. Les petits gens à l'école, les petits gens sous tension, ou même qui partent en petit gens à l'école comme qui sont sous tension. Parce que kidnapping dehors, pays insécurité, pas de président, pas de monde qui a porté en plainte. Si les gens dans la rue et les l'entre qu'on est là. Moi-même, si je vois les gens à l'école, ce n'est pas pour le moment là, pour ça moi là. Et un parent qui prend responsabilité de voir les gens à l'école, et comme si nous avons son petit monde, nous n'avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin. Qui côté, dans qui salle, pour le chita, et bon, par exemple, si petit monde c'est une zone Matissan, puis l'école. Est-ce qu'on a le courage pour mener à Matissan à l'école? L'éducation nationale tente de jouer sa partition, reconnaissent de nombreux interrogés. Toutefois, il ne revient pas à ce ministère de se prononcer sur l'instabilité du pays. À moins de 5 jours de la reprise des activités scolaires, les autorités policières ne se montrent pas rassurantes.
Et les politiques de leur côté paraissent plus préoccupés par la lutte pour le pouvoir que les problèmes sociaux. Imaginons bien, on fait petit moun nan, pour prendre la rue comme ça pour mener petit moun dans l'école et puis on va qu'être individu qui là pour ça même, kidnapper petit moun nan, quand que on demande une somme cop que pas même gagner, soit yo violer li, yo tirer l'on commettre des, li pas bon. Année pour l'école l'on ouvrir, li pas aussi facile. Depuis l'école là, je toujours à chercher petit même pas voir moto al derrière encore parce que le pays a pas de sécurité. Si certains estiment que toutes les activités fonctionnent normalement et que l'école doit ouvrir ses portes, d'autres par contre pensent que c'est impossible. Entre doute et incertitude, les parents ne savent plus à quel saint se vouer. Il y a un peu de monde qui déjà dit ça déjà, que nous demandons plus de sécurité, mais est-ce que c'est aussi facile? Parce que les gens pour mettre plus de sécurité, ils même tout yo peur, ils même tout pas en sécurité peut-être pas. Notamment de concours la police ça pour compte pas, il n'est pas vraiment en sécurité. Le pays a tête en bas, un pays tête chargée. Bon, en réalité, je ne sais pas qui sommes capables de dire parce que même si on parle de sécurité, il n'est pas vraiment en sécurité peut-être pas. Oui, effectivement, je n'ai pas l'État sa confiance. C'est parce que moi, pas de monde qui prend responsabilité. Une rareté de gasoline, un kidnapping qui se fait sentir de temps en temps, des vents de panique qui peuvent souffler à tout moment, des différends entre les acteurs politiques, entre autres. C'est malheureusement le tableau qui peint le contexte dans lequel nous sommes présentement. Tenant compte de tout cela, des parents interrogés n'ont pas caché leur frustration en ce qui concerne la rentrée des classes prévue pour le 21 septembre prochain. Notons que dans l'intervalle, les présences policières sont peu remarquables dans la capitale. Paul Léel et Rudolf Pierre-Louis pour TD Métropole. Les premières références à la route de la soie datent d'environ 2000 ans avant Jésus-Christ. C'était la plus importante voie commerciale qui reliait la Chine à l'Europe, au monde occidental. Cette route voyait passer des caravanes ou des caravansérails, parfois de plusieurs milliers de chameaux ou de yaks. Alors pourquoi la route de la soie? Parce qu'à l'époque, la soie était la denrée la plus chère et la plus précieuse et il n'y avait que les Chinois qui en connaissaient le secret de fabrication. Au fil des siècles, cette voie a perdu de son importance jusqu'à pratiquement disparaître et voilà que depuis quelque temps, depuis le milieu des années 2010, la Chine a décidé de faire revivre cette route de la soie, une route de la soie moderne. On devrait dire d'ailleurs les routes de la soie parce qu'il y a plusieurs itinéraires. Alors pour en parler, nous avons avec nous ce soir M. William Savary, économiste et fondateur du Haiti Stock Exchange. Bonsoir William. Bonsoir Serge, bonsoir Haïti, bonsoir Métropole, bonsoir tout le monde. Parfait. William, première question. Quel est pour la Chine l'intérêt stratégique de faire revivre cette route de la soie? Bon, il y a des intérêts très profonds en ce qui concerne la Chine. Premièrement, il faut dire que la Chine dispose de plus de milliards de personnes. 1,4 milliard. 1,4 milliard. Donc, il faut trouver des débouchés pour maintenir la paix sociale. La Chine aujourd'hui représente un bastion de la manufacture pour le monde et aussi de la technologie et du savoir-faire très pointu dans tous les domaines. Donc il faut bien sûr que la Chine trouve des débouchés, d'une part pour sa population, d'autre part pour l'utilisation du capital accumulé ce qui constitue la richesse nationale de la Chine. Donc le premier intérêt est un intérêt commercial. Intérêt commercial et aussi politique. Politique locale. Mais le premier, c'est commercial, et eux, ensuite, ils ont une vision politique. Ok, d'accord. Sur le long terme. Oui. Maintenant, c'est une notion qui a été introduite au monde en 2013, à l'université à Kazakhstan,
où le président chinois devait adresser le corps étudiantin. Maintenant, ce qui est intéressant, il faut croire que c'est une route, ou c'est un programme qui a vu le jour bien avant 2013. Parce qu'en 2013, lorsque le monde entier a été introduit au programme, en 2014, ils avaient déjà construit 10 000 kilomètres de routes et de voies ferriées, de Zhangjiang jusqu'à une province de l'Allemagne, qui devait passer par Zhangjiang, Afghanistan, enfin plutôt Zhangjiang, Afghanistan, la Russie, Bélarus, et la Pologne et l'Allemagne, ce qui fait 10 000 kilomètres. Donc, on ne construit pas 10 000 kilomètres en une année. En 3 jours, non. Hein? C'est sûr. Donc, maintenant, c'est d'un point de vue de stratégie, le temps où nous avions été présentés ce projet était déjà en cours. Hein? Ouais. Maintenant, de même, la même ville de la Chine, qui est une ville à l'ouest de la Chine qui dispose de 31 millions d'habitants et qui a un manufacturing hub, qui n'est pas non loin du Yangtze River, parce que c'est à partir de cette ville que les bateaux quittaient la ville pour aller à le Yangtze, pour aller à la mer de Chine, et éventuellement aller à travers le monde. C'est ça. Mais ils ont construit 2 routes importante. La première, c'est une route qui passe par Pakistan et qui traverse la mer Rouge, qui aboutit à Djibouti en Afrique, à la corne de l'Afrique. Et de Djibouti, ils ont accès au marché de l'Afrique de l'Est. Voilà. Donc d'où le premier marché où ils sont très présents, c'est en Éthiopie. C'est ça, hein? Oui. Et dans tout le reste de l'Afrique, parce que les Chinois mènent une attaque sur les marchés africains, et ce depuis des décennies, qui est absolument extraordinaire. Mais ce qui est intéressant, ils disposent de 1000 milliards de fonds d'investissement pour construire la route, pour reconstruire la route de la soie. Maintenant, les 1000 milliards d'investissements, et selon les Chinois, d'ici 2040, d'ici 40 ans, alors c'est de 2013-2040, ça donne 2050, de 53 et des poussières, maintenant, ils anticipent que la Chine aura redevenu la Chine, une grande puissance mondiale. Donc l'objectif de la route de la soie, c'est de cerner le commerce à travers le monde. Et tous les endroits, par exemple, où les Américains sont influents, par exemple, il y a le détroit de Malacca, qui est là par la mer, et ils l'ont contourné en passant en reliant Pakistan à Djibouti, donc ils n'ont pas besoin de passer par la mer pour aller en Afrique. Et ils ont une base militaire en Afrique à Djibouti. Donc, de point de vue commercial, donc initialement, c'est un projet commercial à visée militaire. Hein? À visée hégémonique. À visée hégémonique. Merci, c'est mieux dit. Hein? Donc maintenant, et les marchés qui sont visés, ce sont les marchés où premièrement il y a un pouvoir d'achat, ce sont les marchés de l'Europe, et les marchés africains où ils se présentent, ils construisent le pouvoir d'achat. Exactement. Parce que ce qu'ils font en investissement dans ces pays, ils créent les emplois, c'est pas le salaire minimum qu'ils payent, ils payent un salaire qui correspond aux exigences de la nation où ils sont, et à partir de là, créer une force de travail, faciliter l'acquisition de propriétés pour les constructions de ports et d'aéroports et de voies ferriées. Si j'ai bien compris, il y a deux domaines où ils investissent très lourdement en Afrique, c'est dans l'infrastructure, d'une manière générale, et ensuite ils prennent possession des différents grands ports. Bon, c'est pas qu'ils prennent possession, c'est eux qui les gèrent. Par exemple, il y a un modèle qui s'appelle Build to Own. Ils construisent, gèrent pendant 15 ans, après ils remettent la clé à l'État. Donc c'est ce qu'ils ont fait à Djibouti, par exemple, pour le port de Djibouti. C'est ça. Et pour ce port, en Djibouti, ils ont investi déjà 568 milliards de dollars. 568 milliards de dollars. Et ils ont investi 4 milliards de dollars pour construire le chemin de fer. Ouais. Donc, ils sont là pour de bon. Voilà, donc ça signifie que cette renaissance de la route de la soie est le signe extérieur
que la Chine a décidé une fois pour toutes de devenir la première puissance économique du monde. Absolument. Et que l'ennemi à abattre, c'est les États-Unis. D'ici 2040, d'ici 2050. Voilà. Ouais, c'est leur objectif. Oui, on a vu d'ailleurs une partie de la contre-attaque américaine avec ce qui s'est passé là avant-hier avec le contrat sur les sous-marins entre la France et l'Australie. Ouais. Ça a été la contre-attaque américaine, la réponse, où ils ont créé ce pôle entre Australie, Grande-Bretagne et États-Unis en vraiment donnant un coup de poignard dans le dos de la France. Maintenant, c'est un contrat de 52 milliards de dollars pour une douzaine de sous-marins et unilatéralement, ils ont rejeté le contrat et ils ont fait faire ça par les États-Unis. Maintenant, ce qui est intéressant, les États-Unis veulent répondre à la Chine, mais les États-Unis prennent des mesures militaires. C'est ça. Et la Chine est en train de construire des rapports commerciaux. Donc, la Chine est en train de se positionner où les gens vont refuser de partir en guerre. Et les États-Unis voudraient armer les pays pour que ces pays soient prêts pour la guerre. Donc, ce sera intéressant à voir. Ici, aussi, il y a le modèle chinois qui est un modèle basé sur les state-owned enterprises ou le capitalisme d'État et qui est en train de mettre en juxtaposition au marché libre américain. Donc, ça, ce serait intéressant à voir. Maintenant, une chose qu'il faut additionner, la Chine ne fait rien que les États-Unis n'ont pas encore fait, ou l'Angleterre. Parce que au XIXe siècle, l'Angleterre était une nation très riche. L'Angleterre a financé le développement de plusieurs pays. Après la Deuxième Guerre mondiale, des mers. L'Angleterre avait le capital. Après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis avaient les capitaux. Les États-Unis ont refinancé à travers le plan Marshall la reconstruction de l'Europe. Aujourd'hui, la Chine se sert de son capital, des fonds accumulés, de ses réserves, pour se lancer à travers le monde. Donc, nous sommes en train de vivre les époques, un renouvellement des époques du XVIIIe siècle, du XIXe siècle. Aujourd'hui, c'est la Chine qui va prendre le relais au XXe siècle. Bon, il faut souhaiter que cette guerre soit une guerre, entre guillemets, qui reste propre et que cela ne va pas déboucher sur un conflit armé, parce que là, ce serait la fin du monde. Oui, bon, on souhaite que ce serait des guerres commerciales. Voilà. Des guerres commerciales. Merci beaucoup, William. Merci sur cet éclairage sur la route de la soie, cette fameuse route de la soie qui a tant fait rêver avec des villes comme Samarcande à l'époque et tous ces anciens royaumes. Merci. Et donc, à suivre l'affrontement sino-américain à travers ce symbole qu'est la route de la soie. Absolument, absolument. Merci William, à bientôt. À bientôt Serge. Voilà, William Savary, économiste et fondateur de Haiti Stock Exchange. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles. Très bon week-end à toutes et à tous et à la prochaine, même heure, même chaîne.